Bonsoir. Merci. Donc moi, je vous invite à une promenade dans la mémoire du Pays Basque, Euskal Herria, du Pays Basque espagnol. Donc, et essentiellement, je vous parlerai surtout du 19e et 20e siècle, mais bon, inévitablement, je dois parcourir très très rapidement les périodes plus anciennes de l'histoire. Alors, une vision type qu'on entend souvent du Pays Basque, mais en Espagne même, c'est de présenter le Pays Basque comme, je dirais, une terre qui est quasi littéralement aux confins de l'Europe, aux confins de la nation, qui pendant longtemps, entre guillemets, était source d'irritation, de frayeur. Et l'ironie, c'est que ça remonte nous allons voir que ça remonte à vraiment très très longtemps. Ça fait vraiment très longtemps que les Basques, dans la péninsule comme en Europe, ont souvent une assez mauvaise, un assez mauvais nom, une assez mauvaise alors, dans les images que je vous montre une série d'images symboliques. Le drapeau, bien entendu, mais le drapeau, ben, on verra son inventeur d'ailleurs un peu plus loin. Le, le blason que vous voyez, ben, ce n'est plus le blason actuel parce que les régions qui rassemblent, ben, une en bas à droite, la Navarre, elle ne fait pas partie de l'Euskadi, de la communauté autonome basque d'aujourd'hui, alors qu'elle était pendant des siècles intimement associés à l'histoire des Bascones, à l'histoire des Basques, mais à partir des années 1930, véritablement à ce moment-là, les destinées se séparent et aujourd'hui, ben, c'est une autre communauté, la Navarre. Et donc aujourd'hui, cet écusson rouge, là, ben, il est uniquement rouge et il n'y a plus d'autres ornements dessus. Alors, le titre de mon exposé, L'arbre de Guernica, son texte, et le texte, il a été improvisé. Je- En 1853 par José María Iparaguirre. On va y revenir. Voilà, on y reviendra un peu plus loin, mais donc cet hymne, ce n'est pas l'hymne officiel, mais on peut dire, un des hymnes véritablement les plus populaires dans le Pays Basque et qui est vraiment très symbolique des libertés et de l'image identitaire basque associée à l'arbre de Guernica. Alors, mon histoire du Pays Basque, mon parcours à travers la mémoire, ben, il commence entre guillemets, il commence avec la chanson de Roland. Il commence à Roncevaux. Euh, alors, la chanson de Roland, en bref, donc c'est expédition de Charlemagne dans le nord de la péninsule. Il a le projet de prendre Saragosse, mais au pacte de Saragosse, lui être livré, lui résiste et dépité, son armée qui doit revenir vers le nord suite à une révolte
elle démantèle, elle détruit les murs de Pamplonne, et puis, sur le retour, à travers les Pyrénées, l'arrière-garde, avec Roland et les 12 pairs de France, et tombe dans une embuscade, entre guillemets, affronte les Sarrasins, et ces Sarrasins, la vision actuelle, mais déjà au 19e siècle d'ailleurs, on dit oui, mais non, en fait, ce ne sont pas vraiment les Sarrasins. L'arrière-garde a été anéantie par les Basques, et peut-être une alliance entre les Basques et les Banu Qassim, qui étaient des Visigoths, mais islamisés. Donc on situe les vêtements en 778, et véritablement à ce moment-là, les Basques entrent sur la scène de cette histoire européenne, d'autant plus que cette chanson de Roland, vous avez ici deux représentations, une du 15e siècle, l'autre du 19e, mais cette histoire de Roland, elle va être de Saint-Jacques, du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui se situe, qui est le plus souvent emprunté par les à travers le Pays basque, mais à travers la Navarre. Et l'image qu'on a des Basques dans la littérature des voyageurs du Moyen Âge, et en particulier du début du Moyen Âge et du Moyen Âge, c'est une image plutôt terrifiante. On les présente littéralement des sauvages, les Bascones. Alors, deux cartes pour vous montrer, oui, ce qu'il en est de la péninsule à l'époque. Et c'est quand même fondamental aussi dans la formation de l'identité basque, c'est que si vous voyez la carte de gauche, vous voyez la carte de droite, mais la carte de gauche, quels sont les habitants de la péninsule qui échappent à l'islamisation, qui ne vont pas tomber sous la coupe des moros, entre guillemets des Arabes, du royaume de Cordoue, mais c'est le nord, la Galice un peu, et surtout les Asturies et le Pays basque. Et tout au long de leur histoire, à partir du 15e siècle, les Basques seront très acharnés à s'affirmer en tant que chrétiens de sang pur, en tant que cristianos de sangre limpia, donc de sang qui n'a pas été, entre guillemets, contaminé par l'islamisation du reste de la péninsule. Alors, en ce qui concerne la politique, mais il n'y a pas d'État basque. Donc, il y a ces populations basques, ces montagnards qui mettent en pièces, qui taillent en pièces l'arrière-garde de Charlemagne, qui guerroient contre les Visigoths, contre les Francs, mais ensuite, entité politique, l'entité politique qui va s'affirmer sur la scène à ce moment-là, au début, donc Moyen Âge, vers le 11e, 12e, 13e siècle, c'est le royaume de Navarre. Et de Navarre, il sera encore présent sur la scène jusqu'au 16e et même 17e siècle. Mais donc ça, c'est l'entité politique constituée. Mais donc, il n'y a pas, entre guillemets, à travers l'histoire médiévale, d'entité politique basque. Ça n'existe pas. Alors, si on voit les cartes, et ici nous avons une carte italienne de la fin du XVIIe siècle, mais vous retrouvez ce royaume de Navarre, mais sinon, vous avez dans le bas de la carte, c'est la vieille Castille, et nous avons alors une série, nous avons les la province de Biscaye et la province de Guipúzcoa, et ce sont des provinces qui dépendent du royaume de Castille, avec une série de privilèges dont les foros en espagnol, les forts, on traduit ça par les forts en français, FORS, et donc c'est la grande charte de la Magna Charta, donc ce sont des privilèges et des droits qui confèrent aux pouvoirs locaux une grande autonomie. Mais alors sur cette carte, vous voyez déjà
la diversité linguistique, puisque on a par exemple ici le golfe de Gascogne, on a Mare di Biscaya ou Mare di Basque ou mer Cantabrique. Et il y a une diversité de noms qui sont donnés aux aux différents points de la géographie qui montrent que essentiellement c'est une région qui se trouve aux, aux confins de l'Europe, mais c'est une région qui, dès le Haut Moyen Âge, avant ça, l'époque des Romains, mais en particulier depuis le Haut Moyen Âge, qui est en contact avec, avec l'Angleterre, et qui va être avec les morts, entre guillemets, et sinon entre la France et l'Espagne. C'est véritablement une zone carrefour. Vous voyez la géographie, une région qui est largement ouverte sur la mer. Et c'est au XVIe siècle, grand moment de l'histoire moderne, moment des grandes découvertes, mais les Basques sont très présents. Non seulement ils sont présents dans les équipages de Christophe Colomb, de Magellan, mais aussi et surtout dans l'exploitation de la pêche au XVIe siècle et en particulier au Canada, entre le Labrador et Terre-Neuve, la chasse aux baleines, la pêche à la morue. Il y a une période d'environ un siècle, ainsi entre 1625 par là 1525 par là et le début du XVIIe, où ils ont un quasi, où ils ont dans ces zones, et en particulier de la pêche à la baleine. Il y a un site d'ailleurs, Red Bay, qui sur la carte est en haut à droite, qui était l'objet de fouilles archéologiques relativement récentes. Et on a retrouvé d'ailleurs l'épave d'une nef qui était utilisée par ces marins basques, donc qui se rendaient ainsi dans le nord du Canada pour la saison de pêche à la baleine. La San Juan qu'on date de 1565 par là et qui était un vaisseau qui devait, un trois-mâts qui devait faire dans les 250 tonneaux. Là. Alors les forts, donc ces privilèges, ces droits locaux, bien, ils sont représentés en peinture, une peinture du début du XVIIe siècle, c'est San Iredes, et ici, il représente un moment fort d'une cérémonie au cours de laquelle, ici c'est le roi Ferdinand le roi, lui il était roi d'Aragon, mais donc Ferdinand et Isabelle étaient rois d'Espagne en 192 au moment de la chute du royaume de Grenade. Et ici, on le voit en 1476. Il est à Guernica et vous avez devant lui ce qu'on appelle les juntas generales, les conseils locaux, les représentants des pouvoirs locaux qui sont venus à Guernica pour lui rendre hommage et pour voir confirmer leur fort, leurs droits par le monarque. Alors vous avez le dais qui surmonte le roi, vous avez les nobles et leurs épouses qui sont habillées dans le costume, entre guillemets, les costumes régionaux, les costumes locaux, et dans le fond de l'image, ben, nous avons l'arbre de Guernica. Et cette cérémonie, ben, c'est le pouvoir politique, donc qui reconnaît le pouvoir politique supérieur, un pouvoir politique central ici, qui reconnaît les privilèges les locaux, qui lui, eux viennent lui rendre hommage, mais c'est un principe qui existe toujours aujourd'hui, puisque toujours aujourd'hui, le président de la communauté autonome basque il vient prêter serment à Guernica et c'est à l'arbre qui va prêter serment. Et donc cet arbre, il est véritablement déjà à ce moment-là, donc ce symbole des autonomies, ce symbole des lois et des libertés locales, c'est quelque chose de fondamental. Et cette peinture aujourd'hui,
la Casa des Juntes de Guernica est donc associée à l'arbre, donc c'est véritablement fondamental dans une image de l'identité et de l'histoire basque. Alors, à partir du 15e, 16e siècle, 17e, ben ici vous avez une image de Bilbao en 1645. Bilbao, à l'époque, c'est déjà un port important, un port 16e, 17e siècle, mais ils sont toujours là. Bilbao, Donostia, San Sebastian, donc ce sont véritablement à ce moment-là deux grands centres d'échange entre non seulement le Pays basque et le monde, mais entre l'Espagne surtout et le monde, puisque Bilbao se développe comme port de la couronne de Castille, et en particulier, c'est par là que transite la laine de Castille qui est envoyée à l'étranger. Et ici, donc la gauche de l'image, c'est direction de la mer, et vous avez le cours sinueux de la Ria qui traverse cette image de campagne, sinon assez verdoyante. Alors, fondamental dans l'image basque, c'est une identité locale, une identité très forte, entre guillemets, un peuple qui est radicalement distinct, mais c'est aussi un peuple qui, non seulement à travers les baleiniers, mais dans d'autres domaines aussi, s'est toujours projeté sur l'extérieur. Et en particulier, ici, vous avez ordre missionnaire, un franciscain, Juan de Zumárraga, qui sera le premier évêque de Mexico et qui est étroitement associé au début de l'évangélisation et de l'histoire chrétienne au Mexique, et en particulier étroitement associé à l'histoire de la Vierge de Guadalupe, puisqu'il aurait été témoin des apparitions mariales, des apparitions de la Vierge, et, entre guillemets, aurait reconnu la réalité des miracles, et c'est ce que représente d'ailleurs ici une des peintures de la basilique de Guadalupe. Vous voyez sur la gauche. Mais donc c'est une grande figure, et Juan de Zumárraga, il était euskaldun, il parlait euskara, il n'était pas, entre guillemets, uniquement entre guillemets, coupé de ses racines hispanisées, entré dans un ordre missionnaire, entre guillemets, comme héros d'une société globale hispanique du XVIe siècle. Non, il était aussi profondément attaché à ses racines. Et d'ailleurs, parmi les premiers documents écrits en euskara, on a une lettre de Juan Zumárraga. Alors la langue, c'est à partir du XVIe siècle, véritablement, qu'elle commence à se codifier. Les deux premières publications connues, donc elles bénéficient évidemment de l'invention de l'imprimerie. On a une première publication, Bernard d'Eschepard, lui, c'est le Pays basque du Nord, donc Pays basque en France aujourd'hui, et c'est là qu'il publie les prémices de la langue basque en 1545. Bien important, et par rapport à un projet aussi, c'est Jean de Lissarag, Johannes Lissarag, en 1570, il traduit le Nouveau Testament. Il était protestant, et c'est la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, donc la maman d'Henri III, qui deviendra ensuite Henri IV, une fois qu'il devient roi de France et, entre guillemets, se convertit au catholicisme. Donc elle charge Jean de Lissarag de traduire le Nouveau Testament en euskara, et Jean de Lissarag le fait, mais il le fait en ce qu'on appelle, c'est la première forme de scarabatua, donc d'un euskara qui est élaboré à partir des différentes variétés locales, dialectales de la langue, puisqu'une des caractéristiques
de la langue basque, ce sont ces grandes variantes dialectales, ces grandes variantes d'unification. C'est un projet, ben, ça aurait pu être aussi important que la... Non, parce que l'histoire du protestantisme et en Espagne et surtout en France fait que il est très 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 vite minorisé, ses livres seront brûlés et entre guillemets il tombera dans l'oubliette de l'histoire et donc cette association entre protestantisme et euh, identité basque, ben, elle n'aura pas de futur. Ce sera juste une parenthèse, mais ça reste très important dans l'histoire de la langue. Parce qu'il est aussi très important pour entre guillemets, la sorcellerie. Et ça fait partie intime des traditions basques aujourd'hui, y compris, et notamment, vous avez ici ce village de Zugaramurdi en Navarre. Donc, on n'est pas en Guipuscoa, mais juste à côté, en Navarre, à la frontière française. Mais il y a un 110. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ce cas, il est identifié après une campagne contre la sorcellerie qui est menée dans la partie nord du Pays basque, donc en France, et qui est menée par Pierre de l'Ancre, qui est juge du Parlement de Bordeaux, et qui, donc, dans une des régions basques françaises, en Labour, va faire la chasse aux sorciers et aux sorcières en 1609, et qui publie d'ailleurs à ce sujet. Et entre guillemets, l'impact, ben, c'est que des cas vont aussi être déclarés au Pays basque espagnol, et l'Inquisition, il faut savoir qu'elle est basée à Logroño, où vous passerez à ce moment-là. Le tribunal de l'Inquisition, c'est là qu'il est basé. Il est chargé de mener un procès contre des gens soupçonnés de Sugaramurdi qui sont soupçonnés d'être des sorciers. Il y a une instruction qui est assez longue et qui, après un an d'enquête, va mener à un procès. Alors, c'était novembre 1610, suivi d'un auto-da-fé. Et l'autodafé se fait en 2 jours, pardon, donc autodafé ensuite, et il y a 6 exécutions, donc 6 personnes qui vont être brûlées. Il y en a d'une série, il y en a une vingtaine d'autres qui, eux, ils sont, entre guillemets, exposés publiquement, mais en tant que repentis. Mais, et là, ça correspond pas du tout, en fait, à ce qu'on appelle la leyenda negra, la légende noire de l'Espagne et de l'Inquisition. En fait, il y a assez rapidement, en particulier, un des inquisiteurs qui a instruit le procès, qui a participé au jugement, Alonso de Salazar Frias, qui a des doutes et qui va mener son enquête. Il y a d'autre part un humaniste aussi, Pedro de Valencia, qui mène une enquête, chacun de leur côté, et en fait, ils vont réduire en pièces le jugement et ils vont montrer l'inanité des accusations. Et Alonso de Salazar, comme il est en opposition avec les autres inquisiteurs, qui voudraient pour un sorcier lui-même, disant, ah ben oui, non, voilà, si tu mets notre jugement en question, c'est peut-être que probablement que toi-même... Et lui va mener l'affaire jusqu'au Conseil supérieur de l'Inquisition, ce qu'on appelle la Suprême. Et la Suprême, en 1614, elle va réhabiliter les sorciers qui ont été condamnés et exécutés. Et donc, il n'y aura plus de cas de sorcellerie à ce moment-là. Et on a ce contraste incroyable entre l'Espagne et la France ou l'Allemagne ou les Pays-Bas au XVIIe siècle. C'est qu'alors que des centaines et des milliers de sorciers ou de sorcières sont l'objet de procès, sont exécutés un peu partout en Europe, mais en Espagne, pas du tout. En Espagne, pas du tout, parce que l'Inquisition, à partir de 1614, refuse d'ouvrir encore tout nouveau cas, et parce qu'on a montré l'inanité de ce mythe d'une sorcellerie qui serait, entre guillemets, une espèce d'anti-église, un, un, complot entre des sorciers au service qui leur apparaîtrait sous forme d'un bouc, sous forme de ce que Goya appelle le grand cabron.
à ces peintures. Laquelart, littéralement, c'est le pré au bouc et c'est le nom local qu'on donnait, entre guillemets, à ces réunions de sorciers et de sorcières avec le diable, avec Satan. Et donc, c'est cette partie intime entre guillemets, de l'histoire et des traditions basques, mais c'est un mythe. Ça n'a pas existé, ou en tout cas certainement pas. C'est formulé au de l'encre et ensuite au procès de 1610 à Logrogne. Alors, fondamental aussi, nous allons voir, ce sont les armes et les grands voyageurs. Nous avons un grand voyageur, et ce grand voyageur, il est né en plein milieu du Pays Basque, à Azpeitia. Il est mort à Rome en 1556, et bien c'est Loyola, qui est un très célèbre, reste un très célèbre basque. Vous avez une carte ici qui vous montre ses nombreux voyages, mais après qu'il ait été très grièvement blessé lors du siège de Pamplonne en 1521, au moment où la ville qui avait été prise 10 ans, une dizaine d'années auparavant par les machinations de Ferdinand le catholique, mais les Français cherchent à la récupérer. Les héritiers légitimes du royaume de Navarre cherchent à la récupérer, et Ignace de Loyola est là pour défendre la ville, donc pour les armées castillanes, et il est grièvement blessé, et c'est suite à ça alors qu'il va mener le très très long voyage qui va l'amener d'abord à la fondation d'une société, puis compagnie de Jésus, et ensuite mort à Rome à la tête d'un ordre qui va jouer un rôle fondamental dans la contre en gauche, entre guillemets, en jeune noble guerrier assez viveur, euh, euh, fier de ses qualités guerrières. Alors, la maison d'origine entre guillemets, le château de Loyola a été conservé et il est tout à fait, entre guillemets, enchâssé littéralement dans le sanctuaire de Saint-Ignace, basilique aujourd'hui de Saint-Ignace à Speitia. Et donc, c'est un lieu de mémoire important, tant par rapport à cette figure religieuse de premier plan dans la lutte contre la réforme, dans la contre-réforme, mais pour l'histoire de l'Église en général et pour l'histoire et l'identité basque. Alors, quelque chose de très important et qu'on oublie souvent, peut-être si vite tendance, bien que localement, on est très très vite rattrapé par l'histoire, c'est que je vous ai dit navigateur, il y a la profonde religiosité qui était d'ailleurs très présente dans l'arbre, la chanson, dans l'hymne, dans l'arbre de Guernica, mais il y a les armes aussi. Et l'Espagne au XVIe, XVIIe siècle, c'est une grande puissance impériale, c'est une grande puissance militaire, et qui se manifeste ici, qui est représentée, c'est une des grandes victoires, qui est représentée par Velázquez, ici, la reddition de Breda. Donc, c'est lors des longues guerres entre les tercios de Flandes, les armées espagnoles des Pays-Bas, catholiques, et les rebelles des provinces du Nord, ici, entre les armées des Provinces-Unies. Et donc ici, c'est le prince de Nassau qui rend son épée au général espagnol Spinola, qui était un excellent général espagnol du début du XVIIe siècle. Et donc ici, nous avons cette scène de Breda. Et qu'est-ce qui caractérise l'armement des soldats des Tercios de Flandre? C'est un corps de troupes excellent. C'est l'infanterie, et l'infanterie, elle est armée d'arquebuses. On a un arquebusier sur la gauche, et surtout, elle est armée de piques.
Et ces piques, ben, elles font plus de 5 mètres de long, 5 mètres 50 par là, et elles servaient ben, non seulement à arrêter les charges de cavalerie, mais aussi dans les affrontements entre infanteries, hein, comme si on avait réinventé, entre guillemets, les phalanges macédoniennes de l'Antiquité. Mais il faut savoir qu'au XVIe, XVIIe siècle, le Pays basque joue un rôle fondamental dans l'armement des troupes impériales de Charles Quint et de Philippe II, et en particulier une zone qui est à l'ouest, qui est entre Bilbao et San Sebastián, Donostia, et c'est et la vallée de la Deva. Et vous avez en particulier un haut lieu, ici au centre, Plasencia. Plasencia, c'est Plasencia de las Armas. C'était là qu'était installée à la fin du XVIe siècle une des grandes armureries royales. Et vous avez un exemple ici, 1591, un exemple de commande. On commande aux forgerons basques, on commande aux forgerons de la région de Plasencia, de Saralus, on leur commande 20 000 arquebuses, 3 000 mousquets, 20 000 piques. Alors, sachant que les piques, elles étaient faites à partir de plantations de frênes, et que ces frênes, il fallait un certain nombre d'années avant qu'ils n'atteignent la bonne taille, en sachant que l'arquebuse, les mousquets aussi, que ce sont des armes complexes, en fait, ça implique tout un savoir-faire, ça implique tout un savoir-faire local, et ce qui est caractéristique du Pays basque à ce moment-là, au XVIe, XVIIe siècle, c'est que véritablement, c'est l'armurerie de l'Empire des Habsbourg d'Espagne, fournie en armes, donc non seulement les tercios des Flandes, mais aussi les équipages des marines qui assurent la liaison, notamment avec les Amériques, mais alors aussi beaucoup de personnes privées dans toute la péninsule, au Portugal. Et c'était vraiment caractéristique de la région. À ce moment-là, ils avaient une remarquable, en fait, ils avaient une remarquable division du travail, où, et tout ça est documenté par contrat, et donc, il se divisait le travail entre différents ateliers de forgerons entre différentes localités. Et toutes ces localités que vous voyez indiquées en jaune, et il y en a d'autres encore plus petites, étaient impliquées dans cette production d'armes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait vous avez au nord-ouest de Plasencia, une localité, Eibar. Eibar, encore aujourd'hui, c'est une ville qui a tout un passé industriel, et il y a d'ailleurs, elle était littéralement récemment comme l'armurerie du Pays basque, et il y a un musée d'ailleurs un excellent musée d'armes, d'armurerie dans cette localité. Et donc, ça fait partie aussi de ces traditions et de cette histoire basque. Donc, c'est cette tradition d'armurerie, un peu comme chez nous, ben, le pays de Liège et Herstal par là, dans son association à notamment la FN. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi. Vous voyez, dans les villes, on a notamment vers Bilbao, vers l'ouest, Durango, qui est une autre localité dont on va reparler un peu plus loin. C'était aussi un centre de production d'armes, mais sinon, fondamental, c'était l'axe du Rio Deiba, donc de la rivière Deiba, ici vers la mer. Alors, il faut savoir aussi que sinon, c'est une région de montagne, et sinon, c'est quand même relativement pauvre, d'où euh, les Basques qui s'expatrient, comme Xumalaka, ou qui vont faire la chasse aux baleines, à la morue, consacrent leurs activités essentiellement à une industrie, et donc ici, les forges. Alors, fondamental de la province de Guipúzcoa et de la frontière de son grand centre de Donostia de San Sebastián, grand port, 16e, 17e siècle, port non seulement donc pour pêcher la baleine, etc., mais aussi de corsaires, et alors aussi place forte surtout.
Vous avez deux sièges ici. Gauche, c'est une carte du siège de la ville en 1719, lors d'une guerre entre l'Espagne d'un côté, l'Espagne de Philippe V, qui est Bourbon, contre la France du Régent et l'Angleterre. Et la ville est assiégée, les Français vont prendre la ville, vont l'occuper un temps. Et à droite alors, là au contraire, c'est un épisode de ce que les Anglais appellent the Peninsular War. C'est donc son guerre d'indépendance pour les Espagnols, guerre contre Napoléon. Et elle était qui est encore sous le contrôle ici des Français. Wellington va faire l'assaut de la ville. C'était que la deuxième fois, 31 août, que l'armée anglo-portugaise parvient à pénétrer par les brèches qui ont été faites par l'artillerie dans les murailles de la ville. Ils déferlent sur la ville et vont la mettre à feu et à sang. Wellington laisse à ses hommes licence d'une semaine de pillage. Et donc, les femmes sont violées, les maisons, presque toute la ville est incendiée, pillée. Pourquoi? Parce que la ville est vue comme un centre d'afrancesados, donc d'Espagnols partisans des Français. Pourquoi? Parce que il y avait dans cette ville une bourgeoisie qui voyait plutôt d'un bon œil la présence française et qui était plutôt favorable à une vision plutôt libérale de l'économie et de la société. Et donc, la ville est dévastée, elle est mise à feu et à sang par l'armée de Wellington. Ensuite, période de guerre, et c'est une période de guerre, je ne vais pas m'étendre sur ça, ce qu'on appelle les guerres carlistes, c'est lié à l'opposition entre, on peut dire, deux visions de la royauté. Deux visions du pouvoir, mais dans l'Espagne en général. Une vision plutôt royaliste, plutôt centraliste, et une vision libérale. Il faut savoir que pendant la guerre d'indépendance, en 1812, il y a une constitution en 1812 à Cadiz qui avait été formulée par les libéraux, mais ensuite le roi Ferdinand VII qui avait été expulsé, qui a perdu son trône au profit de Joseph, le frère de Napoléon. Il revient au pouvoir et son retour au pouvoir, il écrase les libéraux, il balaye la constitution libérale, il s'affirme, alors lui et ceux qui le soutiennent, donc ils affirment les traditions du pouvoir royal. 1820, 1823, puis de nouveau, ce sont les royalistes qui sont rétablis avec l'appui mille fils de Saint-Louis, le soutien français. Mais ensuite, il y a un conflit pour le trône. La loi salique avait été introduite depuis Philippe V, donc il n'y a que les héritiers, il n'y a que les héritiers masculins qui pouvaient régner. Mais Ferdinand VII, vieux, il veut changer la loi pour qu'une de ses filles, Isabelle, puisse régner. Ce n'est pas accepté par le frère de Ferdinand, Charles, qui lui va être soutenu par toute une partie de la population, ceux qu'on appelle les carlistes. Et là, c'est entre 1833 et 1839. Il y a une guerre donc entre les armées de la reine Isabelle et les armées du candidat au trône Charles, donc du frère de Ferdinand VII, derrière lequel se rangent tous les partisans d'une Espagne ultra-catholique, ultra-conservatrice, mais surtout aussi attachés aux pouvoirs locaux, contre les libéraux et contre le centralisme des libéraux. Tout le Pays basque est plongé dans, en particulier, la première guerre carliste de 1833-1839. Et en 1835, siège de Bilbao, qui est le grand centre d'une bourgeoisie d'affaires qui, elle, est tout à fait libérale et tout à fait opposée aux carlistes, localistes, conservateurs et ultra-catholiques. Deuxième guerre carliste ensuite en 1872-76, là c'est l'occasion de la proclamation de la première république aussi espagnole. Il y aura un second siège de Bilbao.
Et donc, c'est une histoire qui est. Ils ne sont pas. La Deuxième guerre carliste, là, c'est plutôt le pays, la Catalogne qui est engagée dans ce conflit. Mais donc, l'Espagne au 19e siècle, ben, c'est fondamentalement une terre de conflit entre libéraux et conservateurs qui succèdent au pouvoir, jeu d'alliance, parfois avec aussi le soutien de puissances étrangères. Par exemple, Isabelle, ben, elle aura le soutien des Français, elle aura le soutien des Anglais, elle aura le soutien du Portugal. Parce que donc, par deux reprises, il est en plein dans ces conflits. Donc c'est extrêmement présent dans la mémoire, d'autant plus que dans la première guerre carliste, vous avez, on peut dire, entre guillemets, moi je l'appellerais comme ça, c'est entre guillemets le Che Guevara du 19e siècle au Pays Basque, Thomas de Zumalacárregui, oui, qu'on voit ici menant ses troupes à la bataille, qui du côté carliste mène une guerre de guérilla contre les troupes royales. Et en 1834, en 1835, dans un premier temps, il remporte victoire sur victoire contre des troupes royalistes qui sont bien plus nombreuses et mieux armées que les siennes. Mais ça se termine assez vite et assez mal, puisque à l'été 1835, alors qu'il est forcé de faire le cependant, Charles, qui veut qu'il assiège la ville, plutôt que de poursuivre les combats vers Madrid pour faire qu'il observe les, les préparations d'un assaut éventuel de la ville depuis l'actuelle basilique de Bégonia au-dessus de la vieille ville. Mais il est blessé par la balle d'un tireur des défenseurs de la ville et on le ramène dans sa localité de naissance et on le ramène chez lui. Et après plusieurs jours où il est transporté comme vous le voyez ici, et il ne survit pas à l'opération et il meurt de septicémie. Et après sa disparition, les armées carlistes, assez rapidement, vont subir une série d'échecs et finalement seront battus. Et donc, c'est le pouvoir royal qui triomphe. Alors, le timbre qu'on voit là, c'est le lien entre la guerre civile espagnole en 1937, et c'est un timbre ici qui est émis par ce qu'on appelle les les requêtes de Navarre. La caractéristique de la guerre carliste, c'est que non seulement c'est le Pays basque, mais c'est le Pays basque de Navarre aussi. Les points forts, et Zumalacárregui est surtout actif d'ailleurs dans l'actuel Navarre, tout autant et même plus qu'en Guipuscoa. Et à l'époque, il y a unité de langue dans tout le nord de la Navarre, mais surtout unité dans la volonté de défendre les libertés, les pouvoirs locaux et de défendre la religion contre les libéraux et le pouvoir central de Madrid euh, dans l'ensemble du Pays basque, y compris la Navarre. Alors que dans la guerre civile, par contre, la Navarre, ben, elle va se trouver dans le camp des nationalistes, dans le camp franquiste, au contraire du Pays basque qui va se trouver dans le camp de la République et d'un Pays basque et indépendant. Alors, ici, troisième guerre carliste. Ici, c'est une caricature qui présente ici le pays comme ce foyer, comme ce terreau de la réaction et donc d'un pouvoir politique qui est ultranationaliste, ultra-clérical et ultra-absolutiste et réactionnaire, et que la Première République espagnole veut bien euh, entend éliminer. En fait, conséquence, je vais revenir après ceci. Alors, on revient à l'arbre de Guernica avec José María Iparraguirre, son inventeur.
Alors, il faut savoir qu'Iparaguirre, il avait participé à la première guerre carliste, mais ensuite, en 1848, il était jeune, 1848, il était sur les barricades, c'est Louis-Philippe, et sa chanson ici, son hymne, ben, les paroles, il les invente à Madrid en 1853, et à la fin des années 1850, il sera 20 ans en Amérique du Sud, en Uruguay, en Argentine, donc c'est un personnage qui est extrêmement, extré- ex- extrêmement complexe et ambigu. Ce n'est pas entre guillemets simplement ah oui, bon, ce serait ce barde ultra nationaliste et clérical. Non, vraiment pas du tout. Il est mort assez pauvre à Esquioga, qui a un mot à ce moment-là, un village proche de sa localité d'origine à Orechu. Alors, caractéristique du Pays basque après la Troisième Guerre carliste, ben, c'est qu'à ce moment-là, il y a véritablement une terrible expansion industrielle. Déjà dans les années 1850, on avait introduit le procédé Bessemer. Et alors, c'est la fin des forts. Après la Troisième Guerre carliste, c'est fini, ils sont abolis. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment plus rien qui est susceptible de libérale. Et donc, il y a développement de sidérurgie et de chantier naval à ce moment-là, en particulier à Bilbao, donc sur la rive gauche du Nervion et à différentes localités, Baracaldo, Sestao, Portugalete. Portugalete, c'est ce qui me menait donc vers la baie et la mer sur l'image de 1645, la gravure de 1645 qu'on avait vue. Et donc, c'est association étroite entre chantier naval et sidérurgie, c'est fondamental dans la zone, y compris alors la grande entreprise qui est fondée en 1902, les Altos Hornos de Biscaya, et donc ces fusions de différentes entreprises, et le président, pendant près de 30 ans, Thomas Zubiria et Ibarra, qui va devenir comte de Zubiria, eh bien, il avait reçu son diplôme d'ingénieur à Liège, ici à la fin du 19e siècle. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment incroyable expansion de la ville, d'abord et surtout commerce avec l'Angleterre. D'abord de produits finis. Et donc aussi une exploitation minière très très importante à ce moment-là. Donc et donc ça assure un incroyable développement de la ville, et alors en particulier durant la Première Guerre mondiale. Alors c'est aussi à ce moment-là que naît le nationalisme basque, mais un nationalisme basque qui prend ses distances par rapport au carlisme, donc qui n'est pas simplement axé sur les pouvoirs locaux, les libertés locales, la religion, non, qui au contraire veut affirmer une identité basque et une identité raciale basque et raciale fondée sur la langue et fondée sur, en particulier, les noms. Et l'inventeur, pour Sabino Arana, mais pour lui, ce qui fait un basque, mais vous êtes basque quand vos quatre arrière-grands-parents avaient des noms basques. À ce moment-là, vous êtes basque. Alors, il faut savoir que c'est lui qui invente une série de concepts, comme le concept de Skadi, ben c'est lui qui l'invente. Le drapeau qu'on a vu au départ, l'Ikurina, c'est lui qui il a fait tout un travail de linguiste aussi, publié une grammaire élémentaire de l'Euskera, et surtout une affirmation d'indépendance. Lui, le Pays basque, les Basques et les Castillans, les Espagnols, ce sont deux histoires séparées, et il considère que le Pays basque est exploité sous le joug de l'Espagne dont il faut se séparer. Il a aussi d'ailleurs un discours anticolonial au moment où l'Espagne va bientôt pour ses dernières colonies, et c'est ce qui va lui valoir d'ailleurs plusieurs séjours en prison. Alors, son appellation de Locada à Guernica, c'est un des moments fondateurs de ce cheminement qui mène vers la Constitution 1895 nationale basque. Et c'est le moment où il se distingue, où il se sépare tout à fait du carlisme et du carlisme traditionnel, plutôt fondé, lui, sur la défense des forces, sur la défense des fueros, donc de ses privilèges, de ses chartes locales. Non, non, ici, véritablement, il y a une indépendance d'autonomie. Donc, c'est vraiment un moment fondateur.
Alors, Donostia, Saint-Sébastien, qui était jadis un port, après 1800, ben, Donostia, Saint-Sébastien se réinvente complètement à la fin du 19e siècle. Ça devient un des hauts lieux du tourisme balnéaire européen et aussi résidence d'été de la cour royale espagnole, puisqu'après la Première République, on avait restauré la royauté, Alphonse XII d'abord, Alphonse XIII ensuite, et donc c'est un des hauts lieux. C'est là que les souverains vont passer l'été, Franco fera de même d'ailleurs après la guerre civile. Donc ça devient, entre guillemets, un des hauts lieux de la jet set européenne et internationale Saint-Sébastien, mais où on met aussi en valeur le folklore, les traditions basques, notamment, non seulement les danses, mais la pelote. Donc c'est à la fois lieu de la jet set, du tourisme à ce moment-là qui est quand même encore, entre guillemets, dans son berceau, son début du tourisme international, mais il y a le chemin, les traditions et les coutumes bien ici sur cette affiche de 1900, de 1920. Mais après la dictature, juste après la dictature de Primo de Rivera, il y a une concentration, une réunion entre les représentants, les présidents de différents partis républicains qui sont opposés à la monarchie et ils se mettent d'accord sur ce qu'on appelle le pacte de San Sebastian et ça va être suivi alors quelques mois après par la proclamation, l'abdication suite à des élections municipales, l'abdication du roi, d'Alphonse XIII, et la proclamation de la République. Et là, il y a quelque chose dont certains Basques, on le rappelait encore là maintenant il y a quelques jours, que c'est une localité basque, Eibar, c'est cette localité dont je vous ai parlé, qui est entre guillemets une des armureries du Pays basque, cité ouvrière et productrice d'armes. Mais le Eibar, on a proclamé la République le 14 avril au tout début de la journée et donc bien avant Madrid, bien avant les autres grands centres urbains. Et à un moment donc où Sébastien du tourisme international. Alors, intéressant aussi, c'est que, et c'est tout près de Sumalaca, donc la localité de Juan de Sumalaca, le franciscain du XVIe siècle, réaction à cette république, il y a une série d'apparitions mariales, et c'est dans la localité où est mort justement, entre guillemets, l'inventeur de l'arbre de Guernica, l'hymne qu'on vient d'entendre. Et c'est en 1931, il y a sur une colline de la petite ville du village de Kyoga, une série d'apparitions mariales qui, dans un premier temps, vont mobiliser des dizaines de milliers de pèlerins qui viennent non seulement d'un peu partout du Pays basque et de Navarre, qui rassemblent en particulier des gens qui sont proches du parti nationaliste basque que les carlistes, dans ce qu'on appelle la communion traditionnaliste, mais il y a aussi des milliers de pèlerins qui viennent d'autres régions d'Espagne et en particulier de Catalogne. Après les apparitions de Beaurain et de Bagneux, il y a même Léon de Grelle qui fera un passage rapide à Esquioga et qui pense d'ailleurs mettre ça aussi en valeur, mais assez vite il abandonne. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1932, donc un an après les premières apparitions, euh, l'évêque de Vitoria, il faut savoir que la région ici dépendait de l'évêque de Vitoria, donc en Alava. L'évêque de Vitoria, il dénonce ces apparitions comme une supercherie et interdit aux gens de se rassembler sur la colline où est censé se produire les apparitions et où on était en train de créer un culte marial un peu comparable à ce qui a été créé auparavant à Fatima ou à Lourdes au 19e. William Christian qui a assez bien étudié et documenté ce phénomène en interviewant toute une série de personnes qui avaient
l'acolyte des apparitions à Esquioga. Mais donc à partir de 32, une fois que c'est 32, et ça va même aller jusqu'au Vatican, et où le Vatican va, entre guillemets, tout à fait interdire aux bons catholiques de se rendre sur la colline et frappant d'excommunication ceux qui s'y rendent. Il y aura une certaine opposition, mais donc assez rapidement, le culte va perdre sa popularité. Donc c'est un exemple, et dans une époque ainsi de trouble, et où pas mal de gens dans les campagnes là se sentent particulièrement inquiets face à cette république qui se veut non religieuse, qui se veut séculière et opposée au rôle que jouait jusqu'alors l'Église dans la vie publique et politique espagnole. Donc ils veulent la République veut un État séculier et ce à quoi évidemment s'opposent tout à fait les carlistes. Alors, un des points positifs de la République, c'est qu'on donne des autonomies. Et on donne autonomie aux Pays-Bas, aux Catalans, et du côté basque aussi, il y a une volonté de, entre guillemets, grâce à l'ouverture de la République, de lutter pour l'autonomie. Dans un premier temps, 1931 jusqu'à 1932, ça rassemble et le Pays basque et la Navarre, mais en 1932, la Navarre abandonne, les carlistes de Navarre, entre guillemets, abandonnent la course, et ce seront les Basques qui continueront à lutter pour l'autonomie, autonomie qui n'obtiendront finalement qu'au tout début de la guerre civile. C'est le 7 octobre 1936, la guerre civile commence en juillet 1936, qu'est créé un gouvernement autonome basque, un gouvernement autonome d'Euskadi, dont on voit le président, un leader président du Parti national basque, d'un meeting à gauche à Donostia en 1930. L'image que vous voyez à droite, là par contre, ce sont des soldats basques, des soldats entre guillemets république éphémère d'Euskadi, qui fait 1936-1937, et ici qui sont armés tant bien que mal et qui vont affronter les troupes franquistes en 1936 et surtout en 1937. La guerre civile, ici vous avez une carte des territoires qui sont encore tenus par la République. Ici, on est vers le début novembre 1936, en sachant que la rébellion militaire commence en Afrique le 17 juillet 1936, puis assez rapidement, elle passe à différentes villes de la métropole, de la péninsule, mais fondamentalement, la République, elle est coupée en deux. Elle est coupée en deux. Le nord, les Asturies, et le Pays basque, qui est fidèle à la zone centrale, en particulier Pamplonne, on est en Navarre, la vieille Castille, toutes ces régions tombent au pouvoir, de Franco. On oublie alors une grande figure de la guerre d'Espagne, la Pasionaria, celle qui incarne l'esprit de résistance de la République espagnole, en particulier à Madrid en novembre 1936. C'est avec ce slogan « No pasarán, ils ne passeront pas », qu'il avait repris de Verdun en 1916. La Pasionaria, elle était basque, son père était carliste, elle était née dans une petite ville minière à côté de Bilbao, mère par contre castillane, et donc elle est assez caractéristique de l'afflux de population venant d'autres régions d'Espagne à la fin du 19e siècle, et donc ils viennent de toute une région d'Espagne pour grossir le prolétariat industriel de Bilbao et alentour. Bilbao de, de militantisme syndicaliste et de militantisme socialiste. Le leader du Parti socialiste local, Prieto, était, on peut dire, un des grands inspirateurs du pacte de San Sebastián en 1930. Mais donc la Pasionaria, entre guillemets, elle est née là, elle est née au Pays basque, et une bonne partie d'ailleurs
de sa jeunesse, de ses activités et de ses activités de militante. Son mari, entre guillemets, socialiste, mais l'avait rencontré là aussi, se passe au Pays Basque. C'est à partir des années 30, à partir de la République, que progressivement ces activités vont se déplacer plus vers Madrid et vers l'étranger, en France, en Union soviétique. Voilà. Autre grande figure alors, et lui, il avait été l'objet d'un film récent que je vous conseille de voir. C'était une union en France d'Alejandro Amenábar. Ça a été traduit en français par lettre à Franck. Un grand penseur, philosophe, Miguel de Unamuno. Euh, il avait été, pour ses idées républicaines, plutôt hostile à la monarchie. Il était longtemps recteur de l'université de Salamanque. Et c'est en tant que recteur de l'université de Salamanque, d'ailleurs, Salamanque qui tombe d'emblée aux mains des franquistes, aux mains des nationalistes, donc aux mains des militaires rebelles. Le 12 octobre 1936, lors de ce qu'on appelle le Dia de la Raza, donc le jour qui célèbre la découverte des Amériques par Christophe Colomb, il y a dans les locaux de l'université un rassemblement franquiste. Et lors de la cérémonie, il y a différents orateurs qui parlent, notamment un de ses collègues, et un de ses collègues dénonce les Catalans et les Basques comme étant un véritable cancer pour l'Espagne. Il faut savoir que les nationalistes de Franco étaient radicalement contre les autonomies. Partie d'ailleurs des opposants actuels aux autonomies, ce sont des nostalgiques du franquisme. Unamuno, qui était particulièrement autonomiste, pas du tout. Il avait même été en compétition avec Sabino Arana à un moment pour une place de prof, l'université de Bilbao, une première chaire de Scara, que ni l'un ni l'autre n'avait obtenu d'ailleurs, mais donc il n'était pas du tout favorable aux idées nationalistes basques, mais là il s'insurge et il prend à partie l'orateur donc, qui vient comparer les Basques et les Catalans à, entre guillemets, à une tumeur, à un cancer. Et c'est à ce moment-là aussi que dans une joute entre lui et le fondateur, une des grandes figures du régime franquiste, le général Mian Astray, qui était le fondateur de la Légion étrangère espagnole, et qui avait été, on peut dire, entre guillemets, le, c'est un peu lui qui avait aussi mis le futur général Franco en selle, alors jeune officier, et jeune officier associé à la Légion. Mais il y a une sorte de joute oratoire entre Mian Astray et Miguel de Unamuno, et c'est à ce moment-là que Unamuno dit à Mian Astray, voilà, vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas. Et donc, dénonçant la brutalité du pouvoir franquiste, franquiste qui, dans des lieux où il n'y a pas d'affrontement comme à Salamanque, établit son pouvoir sur les exécutions sommaires et sur les fosses communes dans lesquelles on enterre à la diable les exécutés, puisque tous ceux qui sont associés non seulement au parti de gauche, mais à la République en général, ou à ce que l'extrême droite et la droite catholique espagnole de l'époque présentent comme le complot judéo-maçonnique, c'est sommairement et mis dans les fosses. Et c'est contre ça que s'insurge Unamuno. Et suite d'ailleurs à sa prise de parti Mian Astray, qui était entre guillemets un général mutilé, il était assez fier, sûr qu'il avait eu dans différents combats, en particulier dans la guerre d'Afrique, dans la guerre du Rif, dans la guerre du Maroc. Mais suite à ça, Unamuno on va lui retirer sa charge de recteur et on laisse d'ailleurs, on dit à ses proches notamment que ce qu'il a fait est
véritablement extrêmement dangereux et que pourrait lui coûter la vie. Et il va décéder d'ailleurs quelques semaines après, fin 1936. Et donc, par la gauche et les républicains, il sera vu directement après la guerre civile, après la défaite républicaine dans la guerre civile, mais alors surtout à partir des années 60, comme une grande figure qui n'est ni dans un camp ni dans l'autre, mais qui représente la tolérance contre la barbarie et la violence militaire et fasciste incarnée par. Alors, ce que les nationalistes appellent la campagne du Nord, donc la conquête du Pays basque, ben, ça se passe en quelques mois. Entre septembre, on peut dire, on peut aller jusqu'à un an. Ce qu'on appelle les accords de Santonia, c'est la capitulation finale de l'armée basque qui se rend aux Italiens, qui faisaient partie qui étaient intégrés à l'armée franquiste, donc qui attaque le front nord républicain. Et ces accords ne seront pas du tout respectés, honorés d'ailleurs par Franco, qui dira non, mais ça c'est les Italiens, nous, il n'y a pas de pardon. Moment fort, c'est la prise de Donostia de San Sebastián déjà en septembre 36. Ensuite, la prise de Bilbao en juin 37. Mais alors, il y a avant ça, ben, prise de Guernica par les nationalistes le 29 avril, c'est juste après le bombardement. 31 mars 37 à Durango. Et Durango, qui est une autre petite localité à l'arrière des lignes, là, c'est l'aviation légionnaire italienne qui va effectuer les bombardements et qui va aussi quasi raser la ville. Mais ça n'a pas, entre guillemets, le même impact, le même retentissement que Guernica, parce que ce n'est pas directement relayé par la presse internationale. Ce qu'on voit sur la gauche, le ceinturon de fer, c'était une tentative, entre guillemets, du gouvernement basque de constituer une espèce de petite ligne Maginot pour défendre les hauteurs entourant Bilbao, mais ça n'a pas vraiment marché parce que notamment un des ingénieurs est passé au camp franquiste et leur a montré les points faibles. Alors des images célèbres de la guerre dans le Pays basque qui montrent bien le caractère de la lutte. Ben, à gauche, c'est pris par Chim, David Seymour, David Chimin, copain photographe de Robert Capa, juif polonais. C'est une messe en plein air des combattants basques. Du côté nationaliste, on présente la guerre comme le conflit entre les hordes sataniques de Moscou, entre guillemets, la République, et Espagne catholique traditionnelle, celle qui veut reconquérir l'Espagne sur les nouveaux morts, donc sur entre guillemets. Les Basques, évidemment, ne correspondent pas du tout à ce modèle-là, puisque leurs troupes, ben, ils sont majorité catholique, et là, sous la bannière, sous l'Icourine, hein, sur la bannière basque, mais, avant d'aller au combat, ils célèbrent la messe en plein air. Il y a je crois que c'est 16 ou 17 presque prêtres basques d'ailleurs qui seront assassinés par les franquistes qui seront exécutés et qui ne seront pas du tout compris d'ailleurs, entre guillemets, dans les martyrs de la foi et les martyrs de l'Église qui seront célébrés de la violence républicaine et qui seront honorés côté nationaliste et au Vatican aussi. Alors l'autre, ce sont ben, les civils pour les bombardements. Et ça, c'est déjà, il y a déjà des bombardements ainsi dès l'été et l'automne 1936. Plus fort, évidemment, au printemps 1937. Ici, on est après Guernica. Les flèches jaunes ici, ben, ça vous indique différentes vagues d'évacuation de civils du Pays basque, en particulier entre mai et juin 1937, où il y a notamment près de 20 000 enfants qui vont être, entre guillemets, exfiltrés par les autorités basques du Pays basque pour échapper aux bombes de l'aviation franquiste, c'est-à-dire de l'aviation de la Légion Condor et de l'aviation italienne, la Légion Condor, donc de l'aviation nazie, puisque c'est dès l'été 1936, c'est grâce à l'appui de Hitler et de Mussolini qu'assez rapidement, Franco va gagner sur le terrain, notamment en faisant franchir le détroit de Gibraltar à son armée d'Afrique
source les avions Junker 52 qu'on voit ici, qui pouvaient servir soit de transport de troupes ou de bombardiers. C'était le gros des avions qui ont bombardé le 26 avril, ce sont ces moteurs. Euh, et là, bon, il y a pas mal de choses. Et là, je vous invite en particulier à visiter le musée de la paix de Guernica, où le bombardement est extrêmement bien documenté, et dans la presse aussi, où c'est véritablement documenté heure par heure le bombardement du 26 avril. Ici, vous d'ailleurs, vous voyez les différentes vagues, depuis les premières bombes à 16h30, bon, c'était un jour de marché, jusqu'à la finale, avec des chasseurs, et en particulier des chasseurs allemands qui vont mitrailler les proximités de la localité après que la localité elle-même ait été en particulier bombardée à la bombe incendiaire par les vagues de Junker 52. C'était assez réduit. Quand on voit ça aujourd'hui, on voit, tiens, ah oui, mais il y a quoi 3 Savoia Marchetti italiens, 11, 19 Junker 52, ben, ça ne fait pas grand-chose. C'est vrai que par rapport au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien plus tard de la ça ne représente pas grand-chose. Mais ici, c'était, entre guillemets, inédit, et ça a mis toute la localité à feu et à sang. Donc on a et les avions allemands et italiens ainsi sur leur livret nationaliste. L'ironie, c'est que les nationalistes, dans un premier temps, ont tout à fait nié la réalité du bombardement, disant que c'était l'œuvre de dynamiteurs au service du gouvernement basque qui avait tout fait sauter avant d'évacuer la ville qui allait être prise donc, par les nationalistes le 29. Mais l'ironie, c'est qu'on a retrouvé récemment des notes aériennes prises par des infos nationalistes utilise un avion de reconnaissance nationaliste le 28, et où on voit bien, et en particulier ici, bon, le centre de la localité réduit à un champ de ruines. Le bombardement est si bien connu et choque sur la scène internationale, mais c'est parce qu'un reporter étranger, Georges Stier, fait paraître un article, il parvient à faire paraître un article dans le journal londonien The Times, qui était pourtant, comme les Anglais, d'une manière générale, plutôt hostile à la République et favorable au maintien de leurs intérêts de leurs intérêts économiques avec l'Espagne, et donc aux grands industriels, donc plutôt favorables au nationalisme. Il parvient à faire paraître dans The Times un article qui décrit la réalité du bombardement et de la ville, donc la tragédie de Guernica, détruite par l'attaque aérienne. Et c'est relayé par le système de presse syndiqué dans le New York Times, et alors aussi, ici on a la presse française, l'Humanité, le journal Ce Soir, le 28, qui publie, et l'Humanité du 28, c'est ce qui va directement, ça va être lu, et ça va inspirer Picasso. Et Ce Soir, c'est un reporter belge, Mathieu Cormand, qui était présent sur les lieux aussi et qui publie dans Ce Soir, qui était ce journal de gauche français, qui publie un article sur le bombardement de Guernica. C'est retour à Georges Stier, à l'article de Georges Stier, mais ici dans le New York Times, et où on voit l'avancement du front. Il y avait déjà eu le bombardement de Durango ici, et ils venaient de l'occuper d'ailleurs. On dit le texte, et ils étaient en train d'avancer vers Guernica. Alors, d'emblée, une fois qu'ils ont pris Guernica, les nationalistes démentent, et ici, dans la presse nationaliste, et ici, c'est publié le 2 mai 37, la presse nationaliste basque publie une photo qui montre ici un phalangiste, donc du parti d'extrême droite euh, nationaliste, et un requêté, mais donc les carlistes qui luttaient dans l'armée de Franco, avec leur béret rouge, qui montent la guerre.
arrêté le bombardement. Alors ce bombardement, ben, aujourd'hui, il y a toute une littérature sur la thématique. Ici, par exemple, un graphique récent qui est inspiré de l'ouvrage de l'historien Paul Preston, qui a pas mal publié sur l'histoire de la guerre civile. C'est un des grands auteurs sur la guerre civile espagnole. Alors ici, que voit-on? Ben, c'est le Guernica de Picasso, mais ici, attention, ce n'est pas tout à fait une image d'archive, elle est colorisée. L'original, on peut le voir sur le site du Centre d'art Reina Sofia de Madrid, il est en noir et blanc. Mais ici, ce qu'on voit, c'est le gouvernement basque, et on est au 12 juillet 1937, et ce gouvernement basque, avec le président Aguirre au centre, il est déjà en exil. À la chute de Bilbao, il a déjà été forcé de partir en exil. C'est en exil d'ailleurs qu'il va mourir Aguirre. On voit les différents états de Guernica, photographiés par Hamar. Des œuvres qui évoquent le, la guerre civile espagnole, exposition universelle de Paris en 1937. Ici, on voit à gauche, c'était en affiche et en cristal, ici d'un affichiste français, Pierre Maille, mais là, ça n'a, entre guillemets, ça n'aura pas du tout, ça n'aura pas du tout le même impact. Instantanément, oui, peut-être, à ce moment-là, mais à droite, qu'on voit par contre, là, c'est l'œuvre d'un peintre catalan qui lui est proche de la cause nationaliste, de la cause franquiste, et le grand représentant de la cause nationaliste espagnole à l'exposition universelle de Paris en 1937, c'est le Vatican. C'est le pavillon du Vatican, c'est là qu'est exposée cette œuvre qui, elle, met en valeur les victimes, entre guillemets, les martyrs de la foi, qui ont été massacrés, qui ont été exécutés par les républicains, notamment suite à l'engagement actif de l'Église espagnole dans sa majorité, sauf le clergé basque, et des exceptions du côté des franquistes. On va voir notamment les évêques espagnols dans leur ensemble, le pape Pie XII aussi, sont tout à fait du côté du fascisme, du côté du franquisme, et donc soutenus par Hitler et Mussolini. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier aujourd'hui. En tout cas, peut-être notamment à l'époque, le bombardement aérien, c'est vrai que quelques années auparavant, bombardement aérien de population civile, ça pouvait sembler encore entre guillemets un scénario de politique fiction, en tout cas du côté occidental, puisque par contre, dans les colonies, ça avait déjà été utilisé. Je pense notamment au bombardement par l'aviation espagnole dans la guerre civile. 1920, mais l'aviation espagnole bombardait régulièrement l'agglomération ricaine dans le cadre de la guerre des Années. Mais c'est dans un contexte colonial. Or, ce qui est tout à fait, entre guillemets, neuf ici, et propre à la guerre d'Espagne, c'est qu'on applique à une population européenne des techniques de violence, de répression qui, juste alors, étaient réservées, entre guillemets, aux colonisés. Alors, si vous voulez en découvrir beaucoup plus sur Guernica, je vous invite à visiter le musée Reina Sofia, où il y a quelques 2000 documents qui sont mis en ligne autour du Guernica de Picasso. Tout vous est exposé et imagé en détail. C'est un véritable musée virtuel, c'est extrêmement bien fait. Alors là, je saute dans le travail de mémoire actuel, mais au Pays Basque, ça fait une vingtaine d'années déjà, réalise un travail de mémoire et notamment l'exhumation de fosses. Et si vous voulez, vous avez ici une carte des fosses qui ont été exhumées. Et là, c'est en particulier l'Institut Gogora, Institut de la mémoire je sais pas comment dire, la convivience, de la cohabitation et des droits humains qui se charge
du travail de mémoire qui était chargé par le gouvernement basque entre guillemets, du travail de mémoire. Hop, euh, hop, voilà. Donc, visiter le site, ici notamment, on peut voir, c'est un bilan de toutes les exhumations et où on a cas par cas, on peut découvrir toutes les personnes dont on a, entre guillemets, exhumé les fosses. Ici, par exemple, c'est un combattant de l'armée basque qui avait été blessé lors du bombardement de Guernica, rattrapé ensuite par les troupes nationalistes dans leur avance et exécuté sommairement. Alors, je m'excuse, mais on ne voit plus la présentation. Enfin, en tout cas, Ah, on est retourné au début. Oui. ok, sorry. Ça a sauté. Ah, ben voilà. Euh, et ici, on ne voit plus du tout. Je pense que le PowerPoint a planté. Ah, ben voilà, attends. Ici, là, maintenant ça va? Oui, voilà. Ah ben voilà, oui, sorry, ça avait sauté. Ici, par contre, ben, c'est un tepet basque, et ici qui est exécuté par des autorités à Marquina, par des autorités locales franquistes. On dit que c'est parce qu'il n'était pas apprécié par le patron politique local qui l'a dénoncé comme nationaliste basque et donc il a été sommairement exécuté, assassiné. Mais donc par des gens de l'armée de Franco. Et alors évidemment, cette thématique de la mémoire, elle est très présente, d'autant plus présente au Pays Basque, qu'il y a aussi cette question très contemporaine, mais du terrorisme de l'ETA, donc des terroristes, des victimes de voyez, entre guillemets, de ces nationalistes basques dévoyés qui, à partir de leur fondation en 59, mais alors surtout une fois l'avènement de démocratie, se lancent dans un terrorisme aussi meurtrier que aveugle, y compris frappant pas mal de basques proches de la cause nationaliste. Depuis la dissolution de l'organisation, mais il y a toujours la question de la mémoire des victimes du terrorisme. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment présent encore aujourd'hui, cette question de la mémoire. C'est vraiment central au Pays Basque aujourd'hui. Mais l'intérêt, alors il y a évidemment la renaissance du Pays Basque et l'effet Bilbao. Je n'ai pas vraiment l'occasion d'en parler parce que voilà, j'étais extrêmement bavard, je vous ai montré beaucoup de choses. Et ce serait un tout autre chapitre, mais c'est véritablement Bilbao, puisque une des conséquences aussi de l'avènement de la démocratie et de l'entrée de l'Espagne dans l'Europe, c'est de la mise elle est industrialisée et très prospère de l'Espagne avant la guerre civile, pendant et après la guerre civile de cette région, parce que les industries, en gros, avaient été épargnées par les bombardements et le gouvernement basque s'était refusé à pratiquer une politique de la terre brûlée, donc à faire sauter les usines, la chute de la République étant imminente. Et donc, directement, les usines ont été remises, sidérurgie, etc. Tout avait été remis en service presque directement au service des armées de Franco. Et dans l'après-guerre aussi, extrêmement active, d'autant plus étant donné la politique plutôt nationaliste du gouvernement de Franco à certaines périodes. Et donc, avec l'entrée dans l'Europe, tout ça entre en déclin, chantier naval, sidérurgie et tout. Et puis, on se retrouve dans les années 80, début des années 90, avec des 30% par là de taux de chômage à Bilbao. Et donc, il faut faire renaître ça. Et d'où le pari du Guggenheim Bilbao, qui est, lui, on peut dire, marché global, grand architecte international, Frank Gehry, les matériaux, mais notamment le titane qui a surtout été mis en forme à Pittsburgh, aux États-Unis, et il venait de Russie, si je ne m'abuse. Donc là, véritablement, on a, entre guillemets, un grand symbole de cette renaissance de Bilbao, clairement, non seulement sur la scène européenne, mais sur la scène d'un monde globalisé. Et ça a marché, puisqu'il y a véritablement eu, suite à ça, une renaissance, et une renaissance de la ville, et architecturale, et industrielle, et une renaissance de l'économie locale.
en particulier à travers le tourisme, mais pas uniquement. Et ben, je crois que je vais devoir m'arrêter ici.